Ce centre LGBT a lui aussi son propre podcast, La Voix du Giro. Salut, c'est Sam, militant queer en association depuis plusieurs années déjà, mais surtout militant depuis toujours, au fin fond de ma chair. Et aujourd'hui, on vous raconte l'histoire du centre LGBTQIA+ de Bordeaux, le Gyrophare. Alors, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Aujourd'hui, on est le 19 août 2024 et c'est l'enregistrement du 5e épisode du podcast Nos lieux et nos luttes. Et pour l'occasion, je suis avec Tristan Poupard, qui est co-directeur du centre LGBTQIA+ de Bordeaux. Alors Tristan, déjà bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton histoire au sein du Gyrophare et sur l'histoire du Gyrophare qui est né en 2007 ? Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle du coup Tristan, j'utilise le pronom il et je suis dans l'équipe de direction du Gyrophare qui est composée de moi-même et de ma collègue Kurt. Voilà, où on se divise les missions qui sont en lien avec la direction d'une structure associative, le Gyrophare sur Bordeaux. Ça fait 6 ans que je suis arrivé au Gyrophare. Ça va bientôt être mon anniversaire. Après, j'ai toujours travaillé de près ou de loin dans l'éducation à la vie affective et sexuelle, notamment dans des associations qui avaient comme public les personnes LGBTQI+. Donc j'ai toujours été en lien en fait avec le Gyrophare à partir du moment où je suis arrivé sur Bordeaux pour mes études. J'ai toujours vu ce lieu, j'ai toujours suivi son histoire. Et quand le poste s'est libéré, j'ai postulé et j'ai été pris voilà, il y a 6 ans. Le centre LGBT de Bordeaux, il a été créé en fait d'un regroupement de 6 associations qui étaient déjà présentes sur le territoire, qui travaillaient de près ou de loin autour de nos thématiques. Et en fait, c'est avec cette idée de renforcer la visibilité et les revendications pour les personnes LGBTQI+, qui il y a plus de 15 ans était quand même bien moindre, avec cette idée d'avoir un vrai lieu pour se rassembler aussi. L'idée du lieu était très importante pour pouvoir se fédérer, pour pouvoir construire ensemble des stratégies et des actions. Et donc voilà, donc ces 6 associations se sont rassemblées, ont créé le centre LGBT. Donc le Gyrophare, 2 ans après, le Gyrophare a trouvé des locaux en plein cœur de Bordeaux et avec cette idée d'être le plus proche possible des personnes, le plus accessible. Et très vite, en fait, le lieu était trop petit, mais voilà, la semaine dernière, enfin il y a peu de temps, il y a un des anciens qui m'a dit que dès l'emménagement, dès le premier jour, il s'était dit que ce lieu était trop petit. C'est un peu un de nos défis ces dernières années de trouver un nouveau local, mais bon, le prix de l'immobilier, la réalité, etc., c'était compliqué. Et depuis très peu de temps, là, depuis 1 mois, on a déménagé dans un nouveau local beaucoup plus grand, avec qui on partage ce local avec 2 autres associations bordelaises et nationales qui sont Bordeaux-Ville sans sida et l'ENIPS. Donc voilà, avec qui et nous on continue d'héberger toutes les autres associations qu'on hébergeait avant. Mais voilà, donc on vient de changer de local, mais on est toujours en plein centre et pour une surface plus grande. Il est assez en longueur et en fait il se découpe en 3 grandes pièces qui nous permettent d'avoir un premier lieu d'accueil et c'est un lieu où on peut venir se poser quand il est ouvert, d'avoir des temps, des interactions, de la convivialité, venir travailler un peu dans cette pièce. Ensuite, il y a un deuxième espace qui va être plus pour les entretiens individuels où nous, on a rajouté des box. Enfin, pour le moment, on n'en a qu'une, mais des box insonorisées avec cette idée de pouvoir faire des entretiens individuels de qualité parce qu'en fait, c'est ça surtout qui nous a poussé à changer de local. C'était aussi l'impossibilité dans le précédent d'avoir des espaces où la confidentialité, elle était respectée. Alors, pendant longtemps, c'était OK parce qu'on était une asso, parce que les personnes comprenaient aussi les situations. Mais bon, plus la société aussi avance, plus les problématiques sont parfois complexes, plus en fait cette confidentialité, ce cadre-là, il doit être proposé si on veut bien accompagner les personnes. Donc du coup, c'était vraiment la priorité, c'était de pouvoir en fait avoir ces espaces d'entretien individuel confidentiel. En fait, on avait 2 pièces à la suite. Dès qu'il y avait un entretien devant, les salariés, nous derrière, on ne pouvait plus trop bouger ou l'inverse. Donc voilà, c'était
et où alors en fait on bougeait parce qu'en fait tu as un livreur qui passe et que lui il sait pas qu'il fallait pas rentrer à ce moment-là, donc les personnes étaient aussi tout le temps coupées, donc que ça soit les bénévoles et les personnes accueillies, je pense qu'il y avait quand même cette notion, les personnes savaient que c'était voilà déjà du mieux qu'on pouvait faire, mais au bout d'un moment c'est quand même important de proposer ce que je dirais le b.a.-ba du bon accueil, quoi, et dont la confidentialité fait partie. Ensuite on a un troisième espace qui est un peu en construction, là je suis un peu dedans en ce moment-là pendant qu'on fait ce podcast. Il n'est pas encore tout à fait fini d'être rangé, donc c'est un peu encore le bordel, mais on a un peu un espace entre les deux où on va pouvoir avoir des postes de travail, notamment des gens ou pas mal d'autres assos, s'ils ont besoin de venir travailler, ils vont pouvoir se poser ici. Il y a suffisamment d'assises. Et ensuite, on a une dernière pièce qui va être la cuisine, une cuisine assez grande. Et après, on a une cour extérieure avec la possibilité de recevoir dehors. C'est nous, notre contrainte, c'était qu'on voulait rester en hypercentre. Tout à l'heure, on disait que Bordeaux est une grande ville. C'est certes une grande ville, mais ça reste une ville à taille humaine. Et que très vite, si on va trop loin dans Bordeaux, on sait très bien que les gens ne seront pas accessibles. Il y a un peu des barrières psychologiques à Bordeaux, autour de rive droite, rive gauche, autour des boulevards. L'idée, c'est quand même de rester central. Le gyrophare. Comme le phare du Cordouan, situé à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, seul phare en mer des Côtes-de-France encore gardienné. Ou le phare à paupières, emprunté par exemple au détour d'une performance drague. Le gyrophare. Qui es-tu et que fais-tu ? Ouais, le gyrophare, bah, déjà, il s'écrit G-I-R-O-F-A-R-D. Du coup, c'est pas comme le gyrophare qu'on a l'habitude de pouvoir écrire. C'est à la fois pour la Gironde, Giro, et phare aussi pour le côté historique avec le fond homosexuel d'Action révolutionnaire. Donc voilà, il y avait un peu ce côté-là. Après le gyrophare, le phare dans la nuit, gyrophare, le maquillage, écrit plutôt comme le phare à paupières. On s'est développé partout où il y avait un manque. Et comme sur nos questions, il y avait beaucoup d'endroits où il y avait des manques, on est un peu allé un peu partout. On va avoir plusieurs portes d'entrée. Il va y avoir une porte d'entrée plus action collective, où là, on va proposer des temps de convivialité, des temps de rencontre. Vraiment mettre, par exemple, autour d'auberges espagnoles, de sorties au théâtre, des choses comme ça. On a beaucoup développé le sport là. Dans très peu de temps, on sort de la communication, mais on a du badminton, du foot. On est en lien avec une autre asso qui fait du rugby. Nous aussi en interne, on a de la danse, de l'escalade de temps en temps. En fait, on a développé le gyrosport, mais qu'on met un peu aussi sur à la fois dans la convivialité, puis ça permet en fait aussi de sortir et de se faire de rencontrer d'autres personnes, et aussi à la fois dans l'aspect santé en fait, puisque le sport qui est souvent des personnes qui peuvent être éloignées du sport, c'est aussi un retour vers le sport, vers une meilleure santé. Je dirais un énorme coup de projecteur avec les JO où le sport est très valorisé ces dernières années, avec, comme dans beaucoup d'endroits, un problème aussi d'accès à l'équipement. Hein. C'est très compliqué d'avoir accès à l'équipement public et c'est bouché. Il n'y a pas des gymnases qui se construisent en 2-2. Donc voilà. Là, cette année, on va avoir un gymnase avec la mairie de Bordeaux qui nous met à disposition pour les cours de badminton. On a fait un partenariat avec un lycée avec qui on est en lien, qui va nous prêter son gymnase aussi pour d'autres. Donc voilà, donc on essaye un peu de proposer gyrosport, du sport pour tout le monde. On a aussi les Giroflets qui est un espace seulement pour les femmes lesbiennes, qui propose de la rando et de la convivialité. Puis on va avoir tout ce qui est entretien individuel. Donc là, plutôt nous, les salariés, on a une EduxP dans l'éducation, on a une EduxP dans l'équipe, et il y a si peu de temps, on avait une animatrice sociale et socioculturelle et un médiateur en santé pair. Et là, c'est vraiment l'accueil des personnes, on va dire, individuelles. Donc, demande d'asile, personnes en questionnement ou en transition, les parents. Ça va être très large, le travail social au sens très large, des problèmes de papier, l'accès au droit, quoi. L'accès au droit. Et on met en place pas mal de permanences ou de rendez-vous sur demande pour les personnes. Et là, ça va être vraiment après du suivi. Et suite à ça, on a les différents professionnels, on propose après d'autres espaces collectifs. Par exemple, on a, si je prends l'exemple de la demande d'asile, on a un suivi individuel, mais après, il y a des groupes quand même de parole. On a fait un partenariat avec le MPP, qui est l'équipe mobile en psychiatrie, qui fait on peut proposer une fois par mois aux personnes demandeuses d'asile
un espace pour pouvoir échanger autour de ce qu'elles ont envie, quoi. En fait, tous les publics qu'on a, on essaie d'avoir un accompagnement global. Et effectivement, c'est un peu notre mot d'ordre. On le répète non-stop, mais c'est ce qui me semble primordial. C'est le côté, voilà, une approche globale et pas une approche trop découpée. Après, si par exemple, on n'est pas en capacité de proposer le service au sein du gyrophare, normalement, on est en capacité de pouvoir réorienter dans le droit commun ou sur des professionnels autres, sur Bordeaux, Gironde, quoi. Et de ne pas venir de toute façon créer quelque chose qui existe déjà, parce qu'il y a des assos qui font déjà certaines choses, et venir en fait plutôt compléter les manques, quoi, et d'essayer de travailler toujours avec cette idée de réseau, pour moi, qui est vraiment les valeurs des centres LGBTQI+, c'est de travailler ensemble, quoi. Ensuite, on a une grande partie qui nous prend pas mal aussi d'espace et de temps dans l'association, qui est plutôt fait par ma collègue Kurt, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est vraiment la partie militant festif, où on va organiser la marche des fiertés, le festival des fiertés. On coordonne tous ces événements, on coordonne tout le long de l'année des plus petits événements, même s'ils se commencent à devenir plus grands et grandissent avec le temps, mais c'est toujours moins grand que la marche des fiertés. Dans d'autres villes, on essaie de délocaliser ces espaces-là qui sont à la fois de fêtes, de rencontres, mais aussi de militants. Donc voilà, donc on a une grosse mission comme ça. On a aussi une autre mission de sensibilisation. On a l'agrément éducation nationale. Et on intervient un petit peu partout. On nous demande, on dit jamais non. On est une petite équipe, donc on ne démarche pas. Mais par contre, on dit jamais non à qui veut de nous, quoi. Que ce soit les établissements scolaires, des startups ou des équipes. Et après, on a une dernière mission qui va être plus autour des archives, un collectif porté par le Gyrophare qui réfléchit à la place des archives dans la place de Bordeaux, quoi. Par rapport à la place des archives au Gyrophare, c'était vraiment une réflexion déjà sur l'existant. En fait, les locaux du Gyrophare étaient assez remplis de documents qui plus ou moins liés au Gyrophare ou aux autres associations qui ont composé ou qui composent encore cet espace. Du coup, l'idée, c'était d'abord en fait de valoriser ce qu'on avait en interne. Donc, on ne fait pas d'appel en fait, on ne demande pas aux gens de venir de nous ramener leurs archives. Pour le moment, on en est encore dans le classement de nos propres, on va dire, archives. Ça touche à sa fin, mais maintenant, c'est aussi comment on les fait vivre. Donc, on est pas mal quand même demandé dernièrement sur des événements pour venir faire des actions avec des anciennes archives ou de réfléchir souvent par le biais du fanzine ou le biais d'outils comme cela, on arrive à aborder ces questions-là. Donc, on est pas mal présent autour de ça, même si on n'est vraiment pas à faire un appel à venir nous donner ces archives, mais plutôt déjà de valoriser ce qu'on a déjà en interne. Et La Voix du Giro, également votre podcast, qu'est-ce que c'est ? Sur le podcast, nous, tous les mois, on a notre propre podcast, effectivement, on enregistre avec une association locale, une radio associative locale, où on invite d'autres personnes du réseau, alors plus ou moins éloignées. L'idée, c'est aussi d'ouvrir un petit peu nos thématiques sur d'autres sujets. Donc voilà, donc on les reçoit une fois par mois. Vous avez aussi un accompagnement en tabacologie. Par rapport à la tabacologie, c'était aussi surtout l'idée d'approcher la santé autre que par le prisme de l'éducation à la vie affective et sexuelle, autre que par juste attention, danger par rapport à la sexualité, faites attention. Et non, en fait, c'était plutôt de l'ouvrir sur en fait la santé des personnes LGBTQI+, ça ne se résume pas qu'à ça, même s'il faut la traiter, il faut peut-être aussi la traiter de manière plus positive. L'idée, voilà, c'était de pouvoir de proposer ça en toute transparence. C'est pas le service qui fonctionne le plus, la tabacologie. On a des personnes qui peuvent être un peu intéressées. Après, on le sait aussi que plus les personnes sont discriminées, plus elles sont assujetties aux addictions. Donc, le tabac en fait partie. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi un peu de faire de la prévention dessus et que si les personnes ont envie de se saisir de ce service gratuit, qui est les entretiens avec la tabacologue. C'était vraiment un enjeu pour nous de déplacer la question mais même en fait notre public il est quand même de plus en plus sensibilisé. Il y a les politiques avec qui on parle, je trouve que c'est important de leur montrer voilà, d'essayer eux aussi faire changer leur façon de penser, de voir les politiques en santé, les politiques publiques en santé, comment elles doivent être construites. Imaginez que vous êtes un homme hétérosexuel, cisgenre, qui se rend chez le médecin. Dans la salle d'attente, c'est bondé, il fait chaud.
Vous vous tenez entre une table sur laquelle s'entassent des revues santé magazine ou psychologie qui datent de 2009 et un bébé, un nourrisson même, tout rouge, qui pleure à cause de sa fièvre. À côté de vous, une autre personne n'arrête pas de tousser. Une tousse sèche, profonde, qui lui vient du fond de la poitrine. Les chaises sont super inconfortables et la douleur dans vos lombaires n'arrête pas d'irradier, c'est pour ça que vous êtes venu. Du coup, ça fait plus d'1 heure que vous attendez dans cette pièce bondée, chaude, bruyante. Et le médecin finit par vous recevoir, vous. Et d'un coup, bien que vous n'en soyez quand même pas à regretter la salle d'attente chaude et bruyante, face à un médecin qui regarde son écran par-dessus ses lunettes sans rien dire. Votre regard oscille entre la pluie que vous voyez tomber à travers la vitre ou différentes brochures de prévention pour certains vaccins. Le médecin se met à s'adresser à vous nonchalamment, à vous poser toutes les questions dont il a besoin. Puis d'un coup, entre la question « Votre sciatique est-elle à droite ou à gauche ?» et la question sur les allergies, il vous demande si vous vivez seul et vous évoquez votre femme. Silence, raideur dans la posture. Les yeux au-dessus des lunettes quittent l'écran pour vous toiser, d'un air curieux, méprisant, agressif peut-être. Puis votre sciatique passe totalement à la trappe, et un flot de questions s'enchaîne. Sur vos pratiques sexuelles, sur vos organes génitaux, sur si vous êtes sûr que vous n'êtes pas atteint par telle ou telle maladie. Finalement, elle était pas si mal, cette salle d'attente chaude, bondée et bruyante, dans l'anonymat. Et pour ne pas revivre cette situation, vous vous dites que le mieux ce serait de pas y retourner du tout, chez le médecin. Ça vous parle ? Non ? Eh ben c'est normal. Par contre, dans la vie des personnes LGBTQIA+, en France ou à travers le monde, ça arrive tous les jours. Tristan parlait d'évoquer la santé des personnes LGBTQIA+, de manière positive. Le Gyrophare est un lieu à Bordeaux et en Gironde où les personnes LGBT peuvent se rendre et parler de leur santé. Elles y seront écoutées, accompagnées ou orientées, sans jugement. Et des lieux comme ça, heureusement qu'il en existe. Car en 2018, il y a 2 sociologues, Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn, d'ailleurs tous les 2 sociologues à l'université et de l'université de Bordeaux, qui ont mené une étude pour l'association Lutte contre les discriminations sur la santé des LGBT. Et le bilan n'est pas fameux. Sur 1147 personnes interrogées, une personne LGBT sur 2 s'est déjà sentie discriminée dans son parcours de soins. Pour être un peu plus précis, 72% des personnes trans, 52% des femmes lesbiennes ou bisexuelles, 44% des hommes gays ou bisexuels se sont déjà sentis mal à l'aise sur la question de leur identité dans leur parcours de santé. 40% des personnes LGBTQI de manière générale n'ont jamais parlé de cela à leur médecin ou à tout professionnel de santé. Enfin, 70% des LGBT ne se sentent pas ou peu accompagnés dans leur parcours de santé. Cela entraîne souvent une mauvaise prise en charge ou carrément un renoncement aux soins. Et face à ça, il y a eu plusieurs associations communautaires de santé sexuelle ou tout simplement de personnes concernées qui ont créé ou mis en place des guides de bonnes pratiques ou des formations sur ce sujet. Comment accompagner au mieux les personnes LGBTQIA+, dans leur parcours de santé. Et comme le citait si justement Tristan, pour que les médecins et les professionnels médico-sociaux de manière générale améliorent leurs pratiques, eh bien, il va falloir les former. Et cela, ça passe par la création de partenariats. Et pour construire ces partenariats, ainsi qu'une synergie avec les bénévoles et les salariés du Gyrophare, qu'est-ce qui est important ? On travaille un petit peu, je dirais, avec tout le monde. Je suis surtout en train de chercher comment formuler ma phrase avec qui on ne travaille pas. Avec toutes les structures du médico-social de plus en plus, où on oriente des personnes ou qui avec nous on travaille en fait je dirais en binôme, où nous on va être plutôt un élément. Nous on va travailler avec les travailleurs sociaux en accord et on va accueillir les personnes sur des temps de convivialité par exemple, sur des espaces d'activité, etc. Faire du lien.
On travaille beaucoup, par exemple, avec les CADA pour la demande d'asile. On travaille toujours, on travaille jamais seul, en fait. Notre but du jeu, c'est d'être une pierre à l'édifice qui permet aux personnes de pouvoir mieux être, mais on est conscient qu'on n'est pas les seuls à avoir un rôle à jouer. Ensuite, on est en partenariat avec beaucoup d'événements festifs, parce qu'on fait des stands avec beaucoup de bars. Si on part sur les partenariats institutionnels, tout ce qui peut être financement, mais pas que, le soutien des institutions, etc., on en a aussi un bon nombre. Sur les partenaires, c'est vrai qu'on est en partenariat avec énormément de structures, hein, que ça soit à la fois des associations. On héberge au sein même de nos locaux une dizaine d'autres associations, ce qui fait que ça crée une synergie, le lieu crée une synergie. Des fois, les institutions me disent, vous êtes conventionnés avec cette asso. Je suis non, en fait, on se voit tous les jours, on travaille tous les jours, on s'appelle tout le temps, mais j'ai pas de convention pure et dure, même s'il en faudrait une, bien sûr. Mais voilà, on est dans cette ce dynamisme associatif. Je dirais qu'à Bordeaux, on travaille quand même assez tous et toutes bien ensemble, hein. Il y a vraiment une émulsion. Il y a des associations nationales, des associations locales, des associations plus spécifiques. Et ça, franchement, je dirais que sur Bordeaux, on travaille vraiment tous et toutes bien ensemble. Et après, on a des partenariats plus institutionnels où là, on va être conventionné avec des structures comme du médico-social, des établissements sociaux et médico-sociaux, ouais. Ou sur le projet des personnes trans, comme je vous disais tout à l'heure, avec les autres associations qu'on a monté ce projet. On est conventionné et là c'est un peu plus fort effectivement, mais il y a aussi un engagement qui est fait à travers ces projets-là auprès d'institutions plus, de partenaires plus institutionnels, par exemple comme l'Agence régionale de santé, l'ARS. Là aussi c'est on a des projets qui sont aussi qui sont écrits et qui sont validés par les institutions, donc on se doit aussi de bien les mener et de pouvoir faire une évaluation en conséquence. Comment faire prendre conscience aux personnes qui font les politiques publiques de demain de nos réalités. Et en fait, ces espaces où on fait une demande de subvention, où on remplit un dossier, où on nous demande de prouver et de justifier la demande-là, d'avoir des chiffres qui montrent bien que ce qu'on demande, ça a une utilité, en fait, ça nous permet aussi de sensibiliser ces personnes-là à la réalité des personnes LGBTQI+. Les demandes de subvention, c'est une manière de faire changer les choses par rapport à comment on les écrit et comment on présente les choses. Les associations, on est beaucoup plus sûr c'est beaucoup plus simple, on a aussi des réalités communes. Alors qu'avec les institutions, des fois, quand on discute avec, on est là, ah, vous savez même pas qu'on galère, ou enfin voilà, genre, il y a des choses où en fait, il faut revenir sur des b.a.-ba qui sont importants, oui. On a des périodes aussi où on reçoit d'autres associations qui sont peut-être en dehors de nos thématiques, mais qui, par exemple, si le local n'est pas utilisé, autant de faire cet espace à un espace avec qui peut plus servir et faire du lien, en fait. Par exemple, nos associations, elles veulent prendre nos locaux, on fait une sensibilisation avant pour qu'elles soient au courant de comment notre public doit être, comment on accueille le public au gyrophare, etc., etc. Donc, ça nous permet aussi de sensibiliser des nouvelles personnes. On travaille avec les autres centres LGBT QIA+, surtout en Nouvelle-Aquitaine, hein, principalement. C'est plus facile d'avoir du lien. Après, on est quand même en contact avec d'autres centres LGBTQI+, en fonction aussi des rencontres. Des fois, sur des événements nationaux, on se rencontre, on se voit. Il y a quand même une grosse dynamique par rapport à ça. Et la création de structures, de centres LGBTQI+, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer en ce moment, donc c'est très intéressant. On fait partie de la fédération des centres LGBTQI+. Donc cette fédération, elle rassemble, elle propose 2 fois par an des temps de réunion, des temps d'échange, de sensibilisation, essayé d'avoir une stratégie commune. On essaye d'apporter notre pierre à l'édifice tout en essayant de ne pas s'épuiser et de rester présent. Enfin voilà, c'est un subtil équilibre. On fait partie d'Égide, qui est un organisme international francophone. Égide, en gros, ça a été créé il y a quelques années avec cette idée de valoriser les initiatives LGBTQI+, dans le monde francophone. Souvent, ils étaient partis du postulat que tout ce qui était mis en avant était souvent anglophone, que les fonds étaient anglophones, que les initiatives ou les actions qui étaient mises en avant venaient de pays anglophones. Et donc, du coup, ça a été initié par Montréal avec cette idée de valoriser la francophonie. Et en fait, de fait, la salariée française est à Bordeaux. C'est plus facile pour se renseigner. Bon, après, on a toujours été dans cette dynamique. On a une trentaine de bénévoles, on va dire, à l'année qui sont formés et qui sont opérationnels, j'ai envie de dire tout de suite, si on propose un stand à droite ou à gauche. Et après, on a, lors de grands événements comme le Festival des Fiertés ou la Marche des Fiertés, on a une
une augmentation du nombre de bénévoles, puisqu'il y a beaucoup plus de missions. On a aussi beaucoup plus de visibilité dans ces moments-là, donc c'est vrai que c'est plus facile d'avoir des personnes qui viennent. Ensuite, il y a 6 ans, du coup, il y a eu une idée, après 2 années sans coordination, direction au Gyrophare, il y a eu du coup un poste qui s'est ouvert. Donc là, j'ai été recruté et depuis 6 ans, l'équipe salariale s'est étoffée et maintenant on est 5 salariés. L'équipe de direction, les DUXP, le médiateur expert santé pair et une alternance en animation sociale et socioculturelle. Avec l'idée que la prochaine personne qui pourrait rejoindre, ce serait plutôt autour de la comptabilité-gestion. Donc voilà, tout ça fait que l'équipe salariale est composée de ces personnes-là. Et après, il y a bien sûr aussi dans les bénévoles le bureau et le conseil d'administration qui s'engagent. Nous, de plus en plus, on a des missions qu'on propose aux bénévoles qui sont de moins en moins dans l'accompagnement social, puisqu'on a des situations qui sont aussi de plus en plus complexes. C'est aussi de plus en plus compliqué de pouvoir accompagner les personnes si on n'a pas des connaissances de comment marche en ce moment l'accès aux droits. Alors, de l'écoute, c'est toujours aussi primordial et c'est la première chose, mais après, qu'est-ce qu'on en fait des rencontres, qu'est-ce qu'on en fait dans un entretien? C'est vrai que maintenant, on a tendance à tout de suite en renvoyer sur les travailleurs sociaux, sur les permanences qui sont faites pour ça. Il y avait aussi ce qu'on disait avant, le problème de lieu qu'on avait. Alors même si maintenant on a changé de lieu, on peut retrouver ça, c'est-à-dire que les personnes, elles viennent avec l'envie de déposer quelque chose, mais est-ce que nous, on est apte à bien l'écouter? Moi, nous, il y avait tellement de monde au Gyrophare que les gens venaient et on se rendait compte que notre qualité d'accueil et d'écoute, elle n'était pas à son maximum et que ça, il faut le changer. Donc maintenant, on a mis en place pas mal de permanences. Par exemple, le mardi après-midi, c'est permanence demande d'asile, ce qui nous permet en fait d'être concentré uniquement pour les personnes en demande d'asile et en fait que le lieu soit vraiment adapté aux personnes et qu'on ait en fait en capacité de les accueillir comme il se doit. Et le lundi soir, c'est permanence sociale. Une fois, c'est en visio, une autre fois, c'est en présentiel. Ensuite, il va y avoir les permanences en santé pour les personnes trans un peu tout le long du mois parce qu'en fait, là, on a fait un partenariat avec d'autres structures sur Bordeaux qui ont du médical. Par exemple, je pense à un centre de santé sexuelle qui s'appelle le Cassis qui est à Bordeaux. Eux, ils ont déjà en fait cette connaissance, ils ont déjà des médecins, etc. Donc maintenant, on est en capacité de pouvoir proposer des rendez-vous avec des gynécologues une fois par mois, mais l'accueil se fait par le médiateur en santé pair du Cassis. L'équipe de toutes les autres structures avec lesquelles on travaille ont été formées par cette personne, ce qui fait quand même qu'il y a un accueil global safe, et en tout cas formé, quand il n'y a pas les turnovers et tout. Et ça veut dire que même si les personnes y reviennent sur un autre temps que pendant les permanences, normalement, ils sont censés avoir une écoute adaptée. On a aussi tout un travail sur les personnes dites seniors, mais avec cette idée de comment continuer de l'intégration, comment penser l'après, et comment aussi faire du lien entre tous nos publics. Ça, c'est aussi une question assez complexe, hein. C'est comment faire du lien avec toutes les personnes déjà que je viens de citer, sachant que j'oublie aussi toutes les personnes qui viennent pour... on a eu une grande période sur l'hébergement, on a eu... voilà, ça dépend des moments. Les parents occupent une place de plus en plus importante, ça fait partie des grandes évolutions qu'on peut voir ces dernières années avec de plus en plus de proches qui nous sollicitent pour un petit peu se sensibiliser, se renseigner sur savoir comment eux, ils peuvent se placer pour accompagner leurs proches. Nous, on a mis en place un atelier par enfant pour les parents qui auraient des enfants en questionnement ou en transition de moins de 18 ans. Donc, il y a un moment, les parents, ils sont ensemble. De l'autre côté, il y a les enfants qui sont ensemble. Et à la fin, ils se réunissent. Donc, voilà, d'un côté, ça fait groupe de parole. De l'autre côté, ça fait groupe de parole pour les parents. Pour les enfants, c'est pas spécialement un groupe de parole qu'on propose, mais plutôt une activité pour être ensemble. L'enjeu va plutôt de montrer un espace où on peut être soi-même sans se poser de questions, en fait. Sans avoir besoin de se justifier ou en fait de pouvoir aussi s'explorer, de pouvoir s'essayer. En fait, voilà, cet espace-là, il a plutôt ces enjeux-là pour les enfants et les enjeux pour les parents qui vont être un groupe de parole et de soutien. Et à la fin, on se réunit et on partage un moment de convivialité. Une des valeurs qu'on essaye de porter, enfin une des valeurs, un des objectifs qu'on essaye d'avoir, c'est-à-dire aussi montrer la positivité des vies LGBTQI+. Ce n'est pas que des agressions, ce n'est pas que des difficultés. Alors oui, elles sont plus compliquées, mais elles peuvent aussi être très belles. Et ça, pour les parents, c'est important de sentir que leur enfant va vivre aussi une vie épanouie. Et à partir du moment aussi où on leur montre des modèles positifs, alors sans les présenter en disant bonjour, voici un modèle positif, mais plutôt par la banalité des moments qui viennent échanger ici avec l'équipe, les bénévoles, l'équipe salariale. Donc de fait, ils rencontrent des personnes qui ont des parcours qui peuvent être similaires à ce que leurs enfants peuvent vivre.
Je trouve qu'il y a un switch aussi pour ces familles-là, en mode: «OK, en fait, c'est possible, que tout se passe bien». Et moi, je vois un petit peu, je trouve qu'il y a ça faisait un moment là, après le confinement, on avait effectivement beaucoup de personnes autour des questions d'identité. Tout à l'heure, le public est un public aussi de plus en plus jeune, qui se pose des questions, qui parfois se pose des questions, mais qui sait aussi assez facilement, hein. Je reviens sur les parents, mais des fois, ils viennent avec leur enfant en disant: «Mon enfant a besoin d'aide, d'accompagnement». On discute 5 minutes et on se rend compte que l'enfant va très bien, il sait très bien où il en est, ou en tout cas, il est à l'aise avec ce questionnement. Il a des amis, il a une vie, sociale, et en fait, c'est plutôt les parents qui ont besoin d'accompagnement. Oui, ce sont bien des applaudissements, dit aussi clapping en anglais. Selon vous, ce clapping peut-il se confondre avec un salut nazi? Les membres de l'extrême droite à Bordeaux, comment tentent-ils de nuire à nos communautés? Et comment le gyrophare navigue et accompagne dans cette atmosphère? Alors nous, sur Bordeaux, on a surtout un événement qui a marqué les esprits, c'est à la Marche des Fiertés de 2022. On a eu l'extrême droite qui est venue, qui a fait, un happening, et ensuite ils se sont fait arrêter. Du coup, on a eu un procès contre eux par rapport à leurs propos, où il y avait des propos, LGBTQI-phobes. Et l'idée, c'était, bah, voilà, que la justice, les punisse. Bon, bah, c'est un peu ce qui s'est passé, mais pas non plus on espérait plus. Quand eux sont sortis ils ont été, emprisonnés, 24 heures ou 48 heures. Nous, au même moment, on allait déposer plainte, puisque le matin même, ce même groupe, en fait, avait, tagué des espaces sur lesquels la marche de la fierté allait passer, des passages piétons avec des propos, nationalistes et homophobes. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que nous, on allait porter plainte le lundi, et en fait, ils ont été libérés au même moment que nous, on est sortis du commissariat. Et le commissariat à Bordeaux, en fait, c'est une vitre teintée, ce qui fait qu'on peut voir ce qui se passe dehors, et dedans, on voit. Et en fait, on les a vus sortir, et on les a vus être très contents d'avoir été repris par plein de médias, notamment des médias qui dénonçaient leur pancarte, mais très heureux d'être, au moins leur pancarte visibilité, parce que pour eux, c'était une manière d'avoir fait passer leur message, quoi. Même si Oui. derrière l'article n'était pas, favorable, bah, au moins en grande photo, c'est vrai qu'en grand, on voyait juste leur banderole, quoi. Donc du coup, l'idée maintenant, c'est de dire: «On ne redira plus jamais leur message de banderole», puisque c'est ce qu'ils veulent, C'était 9 personnes. Ces personnes avaient été remises en liberté. Le gyrophare SOS Homophobie et la ville de Bordeaux avaient porté plainte. Oui. Alors la ville de Bordeaux avait porté plainte sur dégradation de matériel de voie publique, et d'autres petites choses, et ils peuvent pas porter plainte en tant qu'institution, ils peuvent pas porter plainte contre des personnes. Enfin, ils peuvent pas, se mettre, partie civile sur, l'homophobie, par exemple, c'est pas dans leur droit. Ils ont pas le droit de le faire. Et ensuite, nous, bah, on est allé jusqu'au procès. Du coup, c'était un procès où les victimes ont été les auteurs ont été entendus. Beaucoup de méconnaissances par rapport aux personnes LGBTQI+. Ils se sont rencontrés avec les jeunes avec Zemmour. Beaucoup de propos incohérents, qui sont pas au courant des réalités des personnes LGBTQI+. Il y avait même presque un envie au bout d'un moment de leur dire: «Mais venez passer 24 heures avec nous. Vous allez voir qu'en fait, ce que vous dites, c'est pas vous êtes loin des faits». Sur ce, il y avait quand même des saluts nazis au bout d'un moment, hein. Ok. Ils étaient punis parce que, il fallait réussir à prouver que c'était bien des saluts nazis et pas un clapping. Ce que je dirais aussi, bon, bah, voilà, il y a eu quand même eu une condamnation, donc il y a quand même la justice qui a pu, reconnaître, pas pour tous, mais quand même, c'était une victoire dans ça, puisqu'on se rend compte quand même, quand on fréquente la justice, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir, réparation. C'est un monde quand même, et cette situation nous a permis de le comprendre. Et bah, maintenant, je dirais qu'on est quand même un peu plus alerte, et comment ça fonctionne, comment bien porter plainte, comment bien accompagner les victimes. On a encore gagné en compétences sur ça. Et surtout, nous, à Bordeaux, ça nous a permis de nous fédérer, cette histoire, avec, la création. On s'est regroupés, parce que il y a eu beaucoup d'attaques, homophobes, mais aussi racistes juste après, et aussi
entre d'autres associations dans le planning familial. Ça nous a permis de nous regrouper pour créer vraiment aussi des actions, des espaces où en fait où l'intersectionnalité avait une place plus importante, où on abordait les choses de manière plus globale et de mieux discuter dans le réseau et d'avoir une stratégie commune sur comment avancer. Nous, on a toujours travaillé, on a toujours un interlocuteur défini. Donc, c'était plutôt facile de travailler, on va dire, avec la police sur les événements type Marge et Fierté, qu'ils assurent la sécurité, etc. On avait eu très peu d'actes de violence avant. Et quand nous, on avait, par exemple, on accompagnait une victime pour porter plainte, on avait un accueil privilégié par des personnes qui sont censées être formées. Il y a du mieux. On n'en est pas encore au résultat qu'il faut, mais il y a du mieux. En fait, je me dis que si nous, on n'est pas ce contact privilégié auprès de la police, des fois, on leur fait remonter de manière bienveillante et en prenant le temps auprès d'eux de leur dire, bah là, ce que vous avez fait, nous, les personnes, elles n'ont pas essayé de faire changer les choses, qui va le faire? 2014, au Go West Bar, l'établissement a été saccagé et le patron agressé à coups de batte. Et en 2023, c'est l'établissement qui s'appelle le Coco Loco Bar qui a été, enfin le gérant a été menacé par des courriers, par des tags, encore une fois. Est-ce que tu en sais un peu plus sur ces deux événements? Alors, pour la petite histoire, le Go West a été racheté et maintenant c'est le Coco Loco. Je sais qu'une enquête est en cours sur l'histoire la plus récente. Mais effectivement, nous à Bordeaux, on a une autre histoire. Hein. C'était en 2019, il me semble, avec 3 personnes homosexuelles qui ont été agressées devant un bar. Voilà, on a quand même de temps en temps des agressions très fortes. Et que nous, on essaye d'accompagner au mieux, soit en déposant plainte, soit en accompagnant les victimes aussi. Oui, complètement. On essaye vraiment d'accompagner les personnes dans leur globalité, d'essayer de proposer une approche globale, c'est-à-dire à la fois porter plainte, mais aussi à la fois proposer un rendez-vous psy et un rendez-vous avec une ostéo pour aussi travailler le trauma sur le corps. On essaie d'avoir cette approche globale. Tout est gratuit et tout est à la carte. Ça veut dire que si une personne ne veut pas faire un des trucs ou changer d'avis au dernier moment, il n'y a pas de souci, bien sûr. On a mis aussi en place dernièrement un petit flyer qui reprend en fait comment réagir en cas d'agression. Notre histoire avec la justice, comme je disais tout à l'heure, ça nous a appris beaucoup de choses. Et en fait, on nous a appris aussi, par exemple, si on se fait agresser dans la nuit, souvent on peut avoir alors j'ai plus la nuit comme ça, mais si on se fait agresser et que par exemple après on met sur les réseaux, j'ai été agressé à minuit à la rue X, et qu'en fait ils arrivent à prouver que c'était à 2h du matin, une rue à côté, en fait ils vont dire, bon bah voilà, si vous êtes un peu flou là, est-ce que vous êtes sûr de vous bien reconnaître les auteurs des victimes? En fait, c'est tout ce qu'on dit peut se retourner contre nous. Du coup, voilà, on essaye de faire passer des messages comme cela pour dire aux gens en cas d'agression que faire ou pas faire, etc. Et dans la prévention et de travailler pour essayer de vraiment punir les auteurs d'agression. Ce qui s'est passé pendant notre affaire sur l'extrême droite, du coup, l'extrême droite, quand ils étaient là avec cette banderole, en gros, ils ont balancé des projectiles, mais après, en gros, il y a des cailloux qui ont été jetés aussi de l'autre côté. Et en gros, ils se sont servis de moments de vidéo pour dire, bah non, regardez, c'est eux qui nous, on faisait juste une action. Eux, ils nous balancent des cailloux, ils nous balancent des projectiles. Alors, c'était eux qui avaient commencé, mais il n'y avait pas la vidéo au bon moment. Bon, après, il faut savoir bien la dater. Enfin, voilà. Donc, du coup, en fait, tout ça, ça crée la confusion qui fait qu'en fait, à la fin, pour la justice, bah, on ne sait pas qui a vraiment commencé. En découvrant un petit peu ce monde-là, on est là, ok. Donc, en fait, le mieux, c'est vraiment de ne rien faire, par exemple, ce qui est très dur. Et si les gens ne veulent pas, bon, bah, on peut pas les obliger, bien sûr. Mais si on veut vraiment que ça finisse à la justice et qu'il y ait une punition, ouais, il y a des choses qu'il faut en fait un peu changer dans notre manière de faire. Et là, le dernier événement qui me vient en tête, c'est aussi le cyberharcèlement subi par la DJ Barbara Butch ou d'autres personnes queer à la suite de la cérémonie d'ouverture des JO. Pour moi, il y a une grosse ambivalence entre aussi de plus en plus, comme on disait par exemple, un gouvernement qui veut créer des centres LGBTQI+, où il n'y en a pas, mais qui en fait donne la parole à des personnes transphobes. Voilà, c'est des signaux qui sont très contradictoires, qui sont très compliqués à interpréter. On a aussi le fait d'avoir de plus en plus, nous, d'agressions sur notre territoire, mais en même temps, on n'a jamais eu autant de demandes de sensibilisation dans le grand public, de venir dans des entreprises ou des espaces pour pouvoir en fait sensibiliser les personnes sur nos thématiques. Donc, c'est quand même maintenant que les élections sont finies, je pense que j'aurais pas eu le même discours pendant les périodes de campagne. Hein. On va pas se mentir, c'était très compliqué de pouvoir anticiper ce qui allait se passer et de pouvoir se projeter dans l'avenir.
C'était d'ailleurs surtout des projections très négatives, hein. C'est dur de dire: «Tiens, continuer d'exister va être compliqué». Après, ça permet de rappeler que la lutte contre l'extrême droite, elle est importante. Permet aussi de continuer d'essayer de sensibiliser le plus possible les personnes, les proches. Quand on va en intervention, on parle de nos réalités et il y a aussi l'idée d'essayer de faire société. Comment on peut faire société après cette, rupture qui se passe, après ces élections-là? Comment même nous, à l'intérieur de nos membres, hein, c'est pas parce qu'on est une personne LGBTQI+ qu'on n'est pas raciste, qu'on n'est pas sexiste. Donc du coup, comment nous, déjà aussi faire en interne d'être un lieu safe et d'être un lieu où les publics qui viennent, les personnes qui viennent soient, sensibilisés un minimum. Bah, voilà quoi, c'est aussi dans nos valeurs d'être plutôt dans la pédagogie, donc c'est toujours un équilibre à trouver, mais il faut pas que les personnes qui viennent, dans nos centres LGBTQI+ puissent se sentir, bah, safe quoi, c'est la priorité. Former les professionnels, fédérer autour d'un discours commun, travailler en réseau avec des partenariats en bonne intelligence, recevoir les usagers et usagères de l'association sans jugement, dans une approche globale, pour que les personnes puissent aborder, si elles le souhaitent, tous les pans de leur vie. Quoi d'autre à venir donc pour le gyrophare? Et toi Tristan, de quoi t'es le plus fier? Je vais y répondre, la première chose qui me vient, hein, c'est les personnes, c'est les partenaires, c'est vraiment en fait ça a été vraiment, je dirais que la chose qui me marque le plus, c'est ça. Stabiliser tout ce qu'on est en train de faire. On vient de changer de local, c'est pas rien, c'est un grand changement. De continuer de développer nos actions, de pouvoir être de plus en plus aussi, formés d'avoir de plus en plus de personnes qui se sont formées, par exemple autour des sensibilisations, parce qu'on a de plus en plus de demandes. Donc ça va être un peu ça la suite et continuer d'avoir un impact et de préparer, je pense, les élections dans 2 ans, Ouais. qui, par rapport à ce qui vient de se passer, bah, peuvent aussi avoir des conséquences importantes, pour nous en tant que structure et pour nous en tant que personnes. Vous pouvez retrouver le gyrophare sur leur site internet www.legyrophare.org ainsi que sur Facebook et Instagram dans les liens cités en description de cet épisode. Vous pouvez également les contacter par mail à l'adresse contact@legyrophare.org ou par téléphone au 05 64 72 14 94. Merci à Tristan Poupard pour avoir été l'invité de ce jour. Rendez-vous le samedi 16 novembre pour le prochain épisode de Nos lieux et nos luttes.